Alors merci à tous ceux qui ont bravé les éléments pour venir m'écouter parler du wokisme, avec bien sûr une évolution par rapport à ce que j'ai abordé l'année dernière lors de ma conférence NSH Cercle Rousseau. Le livre est sorti au mois d'avril, mars-avril 2025, et bien sûr que le wokisme est toujours présent. Alors, dans cette conférence, je vais essayer de vous faire un peu une cartographie de la situation actuelle, avec des réponses aux questions que les gens se posent au sujet de l'arrivée de Trump. Puisque beaucoup se disent ah, mais maintenant aux États-Unis ça recule, ça veut dire que forcément partout ça recule et que ça va nous servir aussi. Ben, ça n'est pas aussi simple que ça et c'est ce que nous allons voir. Alors, la rupture est réelle côté américain. Donc, dès son investiture en janvier 2025, Trump a décidé de supprimer les programmes DEI, c'est diversité, équité et inclusion, qui sont soutenus par le gouvernement fédéral, ou plutôt qui étaient soutenus. Dans le même temps, plusieurs entreprises, on a Google, on a Disney, on a Meta, ont annoncé abandonner leur politique interne, et les programmes DEI, donc, ont reculé passablement, mais en réalité, ils avaient déjà commencé un peu avant l'arrivée de Trump, donc c'est pas seulement lui qui a fait bouger les lignes, c'est dû notamment à la performance financière, et vous avez forcément déjà entendu cette phrase « Go woke, go broke ». Les bières Bud Light, la marque Harley-Davidson, il y a plusieurs entreprises qui peuvent en parler. Sur le sport, le recul woke, là, c'est peut-être le plus notable, puisqu'en mars 2026, le Comité international olympique a décidé d'interdire aux femmes transgenres de participer aux épreuves féminines à partir des Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Donc là, on a enfin une politique qui protège l'équité, la sécurité et l'intégrité de la catégorie féminine. Donc ça, c'est un revirement complet par rapport à la position du CIO il y a 5 ans. Mais qualifier tout cela d'un grand ménage, d'un ménage global, est une erreur de perspective parce qu'on assiste plutôt à une bifurcation géographique et institutionnelle majeure et ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous, ni pour nous, enfin pour personne. La Commission européenne a accéléré et a préparé sa stratégie LGBTIQ 2026-2030. On parle du renouvellement de financement massif des associations militantes, soit la continuité de 12,4 millions d'euros versés entre 2020 et 2024, auxquels s'ajoutent les millions reçus par leurs antennes nationales. Autrement dit, pendant que les entreprises américaines taillent dans leur DEI, Bruxelles programme la prochaine décennie d'agenda idéologique financé par les contribuables. Alors la stratégie de l'UE pour l'égalité entre les genres pour 2026-2030 a été adoptée par la Commission von der Leyen le 5 mars 2026 et maintient l'approche intersectionnelle comme principe horizontal de mise en œuvre. Alors vous vous souvenez peut-être, je ne sais pas si vous les avez vues, des affiches qui disaient « Les personnes LGBT sont plus durement touchées par le réchauffement climatique ». Voilà. Alors on s'est posé la question, mais pourquoi, comment, pourquoi seraient-elles plus touchées que les autres ? Eh bien, l'Union européenne arrive à nous en sortir une autre, maintenant une bien belle, parce que dans cette stratégie pour l'égalité des sexes, on nous dit cette fois qu'elle s'attaque aux nouvelles menaces telles que la cyberviolence basée sur le genre, les récits anti-genre et les risques liés à l'IA qui touchent particulièrement les femmes. Ah bon ? D'accord, je pensais qu'on avait tous éventuellement peut-être une menace liée à l'IA, mais non, visiblement, c'est les femmes surtout. Donc, sur le DEI en Europe, 71% des entreprises françaises déclarent avoir un budget dédié à la diversité et à l'inclusion. Ça veut dire qu'en Europe, c'est encore très présent. L'effet anti-Trump a provoqué une réaction européenne. Plus Trump cogne sur le DEI, plus l'establishment européen s'y accroche comme marqueur identitaire anti-Trump pour se placer du côté du bien. Maintenant, quelques chiffres concernant la natalité. Pour certains, il n'y a aucun lien entre le wokisme et le déclin de l'Occident. Eh bien, pour moi, si. C'est ce nihilisme, cette haine de soi, ce gauchisme excentré qui veut que charité bien ordonnée commence par les autres, ceux qui sont le plus éloignés de notre culture, afin d'essayer de donner un peu de sens à sa petite vie de privilégié dont le vide intérieur aspire toute vie autour de lui. Et les chiffres sur lesquels je me base sont ceux de 2024-2025. En fait, ils ne sont pas définitifs pour 2025, mais peut-être que vous avez vu dans la presse, il y a déjà des chiffres partiels qui sont sortis avec une tendance très nette. En 2024, le taux de fécondité en Suisse est tombé à 1,29 enfants par femme. Et selon le dernier résultat provisoire de 2025, on est plutôt à 1,28. C'est le niveau le plus bas depuis les débuts des relevés. Et rien que depuis 2019, le nombre de naissances a baissé de 9,2%. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui est passé par là ces dernières années et qui touche justement ceux qui seraient en âge de procréer ? Le wokisme. Regardons d'ailleurs de plus près entre la population des villes et celle des campagnes. Parce qu'on le sait, le wokisme
est surtout concentré dans les villes, même s'il est partout présent en Suisse. Dans les campagnes, on en parle un peu moins. Eh bien, Bâle-Ville affiche le taux le plus bas d'enfants, 1,09, suivi de Genève, 1,22. Et puis à l'opposé, on a Oury qui atteint 1,58, Appenzell-Rhodes extérieur 1,49. Voilà, c'est juste quelques exemples pour montrer cette différence, même si même en campagne, ça reste assez bas. Autre donnée frappante, la part des 20-29 ans qui ne veulent pas d'enfants est passée de 6% en 2013 à 17% en 2023. Chez les 30-39 ans, ce taux est passé de 9 à 16%. Donc en 10 ans, le renoncement volontaire à la parentalité a presque triplé chez les jeunes adultes suisses. La situation est similaire partout en Europe. On a le taux de fécondité de l'Allemagne qui est tombé à 1,35, la Finlande 1,25, et c'est aussi le niveau le plus bas depuis que les données existent. Et c'est étonnamment pire en Italie, 1,18 enfants par femme. Alors, selon moi, ce n'est pas anodin dans ce débat. La corrélation entre idéologie woke et chute démographique est une hypothèse explosive qu'on préfère ne pas faire. Individualisme radical, valorisation des autres modèles de vie, trouble plutôt que couple, relations ouvertes, etc. Et là, je fais une parenthèse avant de parler des autres raisons qui poussent les gens à renoncer à avoir des enfants, parce que c'est aussi un sujet à regarder d'un peu plus près. 8% des Français se disent actuellement dans une relation ouverte, selon une étude IFOP de 2025. Le polyamour, c'est tendance, puisque la proportion des Françaises en couple libre a été multipliée par 5 en moins de 10 ans. On avait 1% en 2017, 5% en 2025. 15% des Français ayant déjà été en couple déclarent avoir déjà vécu une relation où ils étaient libres d'avoir des rapports sexuels en dehors de leur couple. À Paris, l'expérience d'une relation ouverte au cours de sa vie atteint 23%. Donc on a un différentiel urbain-provincial qui est là aussi documenté. Alors est-ce qu'on serait plus sage en Suisse ? On peut se demander, finalement, peut-être que les Suisses sont gentils, fidèles. Eh bien, si on croit les sites de rencontres, donc c'est des sondages, des statistiques qui sont à prendre avec des pincettes, 52% des jeunes romans de la Gen Z pourraient envisager une relation non monogame, plaçant la Suisse comme chef de file européen en la matière à égalité avec l'Espagne. Bon, mais on a une autre étude canadienne, plus rigoureuse, qui mesure la réalité vécue. Et selon moi, l'écart entre les chiffres qui précèdent et ceux que eux constatent dans cette étude qui s'appelle Léger est peut-être le point le plus intéressant. Parce que pour eux, chez les jeunes de 18 à 24 ans en couple, seuls 3% se disent dans une relation non exclusive ou polyamoureuse. Donc, en fait, le discours normalise la non-monogamie bien au-delà de ce que les gens pratiquent réellement, et ce qui est précisément une fonction de l'idéologie woke. On est toujours dans cette situation où on projette une réalité marginale comme étant la norme. Et les médias jouent un rôle important là-dedans. Donc non seulement on ne favorise pas le couple hétérosexuel monogame dans les médias, dans les pseudo-sondages, globalement dans la fabrication de l'opinion, mais en plus on ternit l'image de la maternité. J'ai sorti un article sur le sujet il y a quelques mois, je vais proposer au Cercle Rousseau de mettre peut-être le lien ensuite dans la description de la vidéo pour que vous puissiez y accéder, parce que je donne vraiment beaucoup de chiffres et beaucoup d'exemples de la manière dont on ternit l'image de la maternité, où on dit aux femmes, en fait, si vous faites des enfants, votre vie est foutue. Pendant ce temps, donc, on dépense beaucoup d'énergie psychique dans des batailles identitaires plutôt que dans la construction de famille, et on a l'éco-anxiété qui s'en mêle et qui décourage d'avoir des enfants. Là encore, une étude indique que l'écrasante majorité de l'échantillon, à savoir 68% des citoyens français et italiens interrogés, estiment que l'organisation actuelle de la société n'incite pas à avoir des enfants. En 2018 déjà, un sondage du New York Times révélait que 33% des femmes ayant choisi de ne pas avoir d'enfants citaient le changement climatique parmi les raisons. Une étude académique publiée dans la revue Climate Change montrait que parmi les personnes interrogées, 96,5% se disaient très ou extrêmement préoccupées par ce que serait la vie de leurs enfants dans un futur qu'elles percevaient comme accablant. Une étude suisse publiée en 2024 par l'Université de Lausanne, menée sur 1211 jeunes adultes, établit le lien statistiquement. L'anxiété climatique prédit une perception accrue des menaces sur l'avenir, elle-même associée à moins de désir d'avoir des enfants, et ce sont les femmes qui présentent les niveaux les plus élevés d'anxiété climatique et les motivations les plus faibles à la maternité. Et comme par hasard, ce sont aussi les femmes qui sont les plus sujettes au wokisme. C'est comme ça, je dois bien le reconnaître, elles sont plus touchées par cette idéologie entre le néo-féminisme, de la haine de l'homme et le rejet de leur propre féminité, puisque là encore, on voit que les femmes
ne veulent plus être des femmes aujourd'hui, puisque la majorité des personnes qui transitionnent sont des femmes qui décident de devenir des hommes. Une étude du CNRS menée par 2 chercheurs français sur 11 408 publications de communautés child-free entre 2009 et 2019 documente ce mécanisme parce qu'on a les auteurs qui identifient 3 types de discours au sein de ces communautés. Ceux qui vivent l'absence d'enfants comme une infertilité subie, ceux qui la revendiquent comme un choix de vie libérateur, et un 3e groupe, en pleine expansion depuis 2016, qu'ils nomment antinatalisme écologique, pour qui ne pas avoir d'enfants est devenu une position éthique altruiste face à la catastrophe climatique annoncée. Ce qui est frappant, c'est que le glissement documenté, on a un hashtag qui a permis un petit peu de se rendre compte. Avant, on avait le hashtag DINK, Double Income No Kids, 2 salaires sans enfants. Eh bien, il cède progressivement sa place à hashtag GINK, Green Inclination No Kids. L'écologie efface le matérialisme hédoniste et l'anoblit. Ne pas faire d'enfants n'est plus un choix égoïste, c'est sauver la planète. Le nihilisme se drape en vertu, en position altruiste, désintéressée, voire sacrificielle pour affronter en toute raison la mort du monde. Il y a donc des gens qui se stérilisent volontairement, mais il y a aussi ceux qui le font indirectement par traitement hormonal et chirurgie visant un autre but, la transition de genre. Des jeunes, 14, 15, 16 ans, consentent à des traitements qui les privent définitivement de la possibilité d'avoir des enfants avant d'avoir l'occasion d'en mesurer vraiment l'impact. Qu'est-ce que cela signifie ? 14 ans, on s'en fiche complètement. Eh bien, c'est une perte démographique réelle, consentie sous influence idéologique et peu documentée comme telle. Maintenant, on va s'intéresser aux autres évolutions de ces dernières années, de ces derniers mois. On a le mouvement Body Positive, Body Positivity et Fat Acceptance qui nous demandait d'accepter, ou plutôt même de célébrer tous les corps, en toute taille, et ne jamais poser de questions au sujet de la santé. Eh bien, ce mouvement est en train de se faire déstabiliser par une pilule, ou plutôt par une injection, l'Ozempic et ses dérivés GLP-1. Alors, c'est des médicaments qui sont à la base antidiabétiques, détournés en cure minceur de masse, et les mêmes influenceuses qui passaient leur journée à nous expliquer que vouloir maigrir était une oppression du patriarcat, eh bien, sont subitement devenues très discrètes sur leur parcours de santé personnelle, tout en perdant 30 kilos. Un sondage américain de 2024 établit que 64% des Américains estiment que l'Ozempic a eu un effet négatif sur le body positivisme. Le phénomène est pour l'instant surtout américain, puisqu'en Europe, l'accès au GLP-1 est très compliqué. En fait, ça coûte cher, ce n'est pas remboursé. On ne le considère pas comme une cure d'amaigrissement, mais c'est traité que pour le diabète. Mais apparemment, il arrive quand même. Des tensions identiques sont déjà documentées dans les pays nordiques. Et en fait, si le body positive avait été une conviction profonde, eh bien, un médicament n'aurait pas changé les comportements. Autre sujet, le féminisme. On est maintenant à celui de la 3e vague, on pourrait dire, c'est le féminisme inclusif, transaffirmatif, qui est allé tellement loin qu'il est désormais en conflit ouvert avec le féminisme qui défend des espaces réservés aux femmes biologiques. Le féminisme qui défend réellement les femmes, en fin de compte. Eh bien, ces tensions ont donné lieu à des scissions et l'émergence de groupes comme Femina Helvetica. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais si ce n'est pas le cas, ça vaut la peine, parce que c'est vraiment un groupe de femmes qui dit « Ok, nous, on est féministes, mais dans une approche qui n'est pas dans la haine de l'homme, qui est juste dans la défense des intérêts des femmes, eh bien, nous, on prend nos distances avec tous les autres groupes féministes, parce qu'on n'est pas d'accord avec leur manière de faire. » Donc on a un féminisme avec elle qui est critique de l'idéologie du genre. Et on retrouve exactement le même phénomène avec LGB Alliance. Ils existent dans plusieurs pays, en Suisse depuis 2025, et eux disent clairement, en gros, si je suis gay, ça veut dire que je reconnais qu'il y a une réalité biologique. Et je suis justement attirée par cette spécificité-là. Et donc quand on commence à avoir dans les espaces, dans les milieux gays, des femmes qui sont à pénis ou des hommes qui ont une vulve, ces personnes homosexuelles disent non, nous on ne veut pas, enfin une lesbienne dit moi je veux pas d'une personne qui a une quéquette, sinon je serais pas lesbienne. Et ces femmes se font taxer de TERF, donc celles qui soi-disant détestent les trans, alors que c'est pas le cas. Alors on a aussi ce groupe en Suisse qui a pris cette distance avec le T du LGBT. Et on assiste de plus en plus à ce genre de scission, parce que le wokisme était de toute façon une alliance contre nature, avec plein de petits groupes qui n'ont pas d'intérêt commun et qui se sont mis ensemble, ou plutôt qui ont été mis ensemble, et maintenant ils reprennent
leur liberté. Et au début de cette présentation, on parlait des entreprises et des règles pour la diversité et l'inclusion qui leur sont imposées, et du recul américain massif dans ce domaine. Eh bien, même si pour le moment on assiste à un maintien européen par inertie législative et culturelle, on a quand même un premier craquement visible. Allez, quand même des bonnes nouvelles. 26% des cadres français jugent le recul des programmes DEI aux États-Unis comme une bonne chose. Et ce chiffre est en hausse selon HEC Paris dans son baromètre des transitions 2025. Alors, là, ça va être le moment le plus indigeste de la conférence. Je préviens déjà, accrochez-vous, beaucoup de chiffres. Je vais essayer de le rendre le plus agréable, entendable possible. Mais voilà, on va décortiquer ça lentement parce que je pense que là, on est vraiment dans le cœur du sujet. Selon une étude Ipsos LGBT+ Pride 2023, qui a été menée dans 30 pays, 6% des personnes interrogées en Suisse s'identifient comme transgenres. Donc c'est un chiffre qui est quand même énorme. Transgenre, non-binaire ou gender fluide. C'est le pourcentage le plus élevé parmi les 30 pays étudiés. Et ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'on peut parler de l'influence européenne. Voilà, en tout cas, la Suisse a été très ouverte à cette influence, très poreuse aux idéologies. Elle est donc devant la Thaïlande, avec 5%. Et pourtant, on sait qu'en Thaïlande, il y a beaucoup de personnes transgenres et qu'elles sont tout à fait intégrées à la société. Devant l'Italie, la Suède, l'Allemagne et l'Espagne, qui sont à 4%. Et au total, 13% des Suisses s'identifient comme LGBTIQ+, contre une moyenne mondiale de 9%. Donc dans le monde, on a une moyenne de 9% d'LGBT, en Suisse, 13%. Le nombre d'opérations d'affirmation de genre en Suisse est passé de 248 en 2019 à 525 en 2022, soit une augmentation de 115% en 3 ans. La mastectomie est l'opération la plus fréquente, et là, le nombre a augmenté de 176% sur la période. Pour le reste, nous allons surtout observer l'évolution statistique aux États-Unis, car ici, c'est à peu près tout ce qu'on a au niveau des chiffres. Et je pense que l'augmentation de l'identification trans mérite qu'on s'y attarde un peu plus. Et on sait d'ailleurs que ce qui se passe aux États-Unis, quand même, a tendance à venir ici avec du retard. Je pense passablement de retard, mais on peut quand même imaginer qu'on aura la même issue. Donc aux États-Unis, on a Gallup qui utilise une méthodologie stable depuis 2012 pour donner une comparaison fiable. Et il documente le doublement de l'identification transgenre en moins de 10 ans. On avait 0,6% des adultes américains qui se déclaraient trans en 2016 contre 1,3% en 2025. Alors sur l'ensemble de la communauté LGBT, la proportion d'adultes s'identifiant comme tels est passée de 3,5% en 2012 à 9% en 2025-2026. Donc l'augmentation était encore plus massive parmi la communauté LGBT. Ça veut dire que beaucoup de personnes qui, à la base, s'identifiaient plutôt comme bi ou gay, finalement, tout d'un coup, on dit non, mais c'est pas ça. Si je suis attirée par les personnes de même sexe que moi, c'est parce que je suis pas dans le bon corps, et donc si je transitionne, je redeviens hétéro, en réalité. Et si on décortique maintenant par génération, on voit que 17% de la Gen Z s'identifie LGBT contre seulement 5% des boomers. 17 Gen Z, 5 du côté des boomers, et puis entre les deux, on a justement, on voit que ça augmente, plus les gens sont jeunes, plus ils s'identifient comme tels. Et l'identification transgenre chez les 18-24 ans a augmenté de 422% depuis 2014. Alors bon, les statistiques avec des chiffres comme ça, je trouve que c'est assez difficile et opaque et indigeste. Mais quand je suis tombée sur 422, je l'ai vraiment vérifié à plusieurs reprises et c'est vraiment ce qui ressort. Donc en 2022, 8% des 18-22 ans américains s'identifiaient comme transgenres ou non-binaires, soit 1 sur 13. Mais ce chiffre a presque été divisé par 2 entre 2022 et 2024. Donc là, de nouveau, on a plutôt un indicateur positif. L'identification non-binaire a plus que diminué de moitié entre 2023 et 2024. Donc, aux États-Unis, le pic a été atteint en 2020. Et la chercheuse Jane Twenge conclut que l'identification transgenre est véritablement en chute libre. En Europe et en Suisse, ce retournement n'a pas encore été documenté. Donc, une augmentation de 422% en 10 ans, suivie d'une chute de 50% en 2 ans, ce n'est pas une identité profonde et stable, c'est plutôt un phénomène de contagion sociale avec une courbe en cloche. Et si les épidémiologistes devaient parler de ce phénomène, ils appelleraient plutôt ça une mode, pas une réalité biologique. On peut d'ailleurs évoquer le terme de Rapid Onset Gender Dysphoria,
la dysphorie de genre à déclenchement rapide qui ressort des travaux de la chercheuse Lisa Littman qui en 2018 a observé que des adolescentes sans antécédent de dysphorie développaient une identification trans après exposition intense aux réseaux sociaux et à des groupes de pairs. Elle a évidemment été attaquée par des militants, comme vous pouvez l'imaginer. Alors, quid de la Suisse face au wokisme et à l'UE ? On l'a déjà vu, la Suisse n'a pas forcément besoin de l'Union européenne pour être le pays en tête de file, mais de toute évidence, c'est quand même l'influence de l'extérieur qui a amené ces idéologies-là, partant des États-Unis, puis de l'Europe en général. Et la Suisse occupe une position particulière parce qu'elle n'est pas membre de l'UE, elle dispose d'un système de démocratie directe qui devrait normalement freiner les importations idéologiques non désirées, sauf que dans les faits, c'est un peu différent. Elle est structurellement perméable via notamment la CEDH, Erasmus+, les bilatérales, les universités et les médias romans. L'élément le plus révélateur, le clivage entre Genève, très pro-woke dans ses institutions, ses ONG, ses milieux internationaux, et le reste de la Suisse romande, même si Lausanne régate quand même pas mal aussi en matière de wokisme, c'est exactement le gradient ville-campagne dont nous avons déjà parlé au sujet de la démographie. Et Genève n'est pas seulement une ville, c'est un peu un État dans l'État, travaillé par des dizaines d'organisations internationales qui vivent dans leur propre bulle. Et si on regarde ce qui se passe au niveau politique, on voit que les chiffres ne sont pas interprétables. On n'arrive pas à se dire s'il y a plutôt une tendance de recul ou une tendance de progression. Parce que le Grand Conseil a voté en janvier 2026 pour intégrer les soins de transition de genre, c'est-à-dire les blocages pubertaires, l'hormonothérapie, les interventions chirurgicales, dans le cadre de la médecine hautement spécialisée cantonale, et c'était une motion PLR qui le demandait. Alors officiellement, il ne s'agit pas de créer de nouveaux droits, mais d'encadrer des soins existants dans un cadre médical renforcé. Mais la presse et les associations LGBT ont pourtant unanimement salué le vote comme une avancée pour les personnes trans, ce qui en dit long sur ce que encadrer signifie en pratique. Simultanément, le Grand Conseil a rejeté la motion UDC demandant un moratoire sur ces mêmes interventions pour protéger simplement les mineurs. Mais par ailleurs, au Conseil municipal de la ville de Genève, lors de la séance du 4 mai 2026, nous devions nous prononcer, décider si la ville devait se doter d'une politique d'embauche favorisant les candidatures de seniors, de femmes, de personnes LGBT ou en situation de handicap. Verdict, non, c'est pas passé. Alors peut-être qu'il y a eu une lassitude quand même sur ces sujets-là, mais cette fois, on peut se dire quand même qu'on a réussi à faire barrage une fois à un objet woke. C'est déjà une petite victoire. Moi, ce que je vois, c'est une Europe qui devient donc un refuge du wokisme et qui est complètement schizophrène. Globalement, le wokisme a de beaux jours devant lui ici parce que cette dissociation géographique du wokisme, c'est un recul là où il est né, universités et entreprises américaines, mais qui se consolide là où il s'est institutionnalisé, c'est-à-dire Bruxelles, le Conseil de l'Europe, les universités européennes et les ONG. Et l'hostilité européenne à Trump fonctionne, comme on l'a vu, comme un accélérateur de distinction identitaire. Être pro-woke en Europe en 2026, c'est aussi signaler simplement qu'on est anti-Trump. En fait, le wokisme européen n'est pas seulement une idéologie, c'est devenu une posture géopolitique anti-américaine, alors qu'on vit en réalité une soumission américaine cachée sous un anti-américanisme de façade. C'est complètement ridicule. C'est effectivement l'une des contradictions les plus savoureuses du moment européen. L'Europe se dresse rhétoriquement contre Trump et simultanément lui obéit sur presque tout ce qui compte vraiment. Alors la France, par exemple, réclame une autonomie stratégique tout en reconnaissant qu'elle ne peut pas faire grand-chose sans interopérabilité américaine. Un grand mot, l'interopérabilité, qu'on entend souvent. La Suisse, d'ailleurs pareil, il n'y a qu'à voir les vifs débats qui tournent depuis un moment au sujet du F-35. La soumission est structurelle et ancienne. On peut donc toujours mettre un autocollant anti-Elon Musk sur sa Tesla. Sur le plan technologique, les Européens, qui brûlent symboliquement les effigies de Trump, utilisent Google, Meta, Amazon Web Services et Microsoft pour l'intégralité de leur infrastructure numérique. Le RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données, censé être le bouclier européen contre la surveillance américaine, n'a pas produit un seul champion technologique continental, ou alors si j'en ai oublié un, excusez-moi. Il a surtout compliqué la vie des PME européennes pendant que les big tech américaines ont simplement absorbé les amendes comme un coup d'entrée. Donc l'Europe conserve le logiciel culturel américain progressiste pendant que l'Amérique, elle, le désinstalle. C'est intéressant.
Maintenant, on va regarder les canaux par lesquels l'idéologie woke entre en Suisse depuis l'Europe plus en détail. Le premier canal, la CEDH. La Suisse a ratifié la Convention européenne des droits de l'homme et ce que beaucoup ignorent, c'est que cela implique des choses concrètes. N'importe quel individu peut déposer une requête contre la Suisse devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg et les arrêts rendus sont juridiquement contraignants. La Suisse doit s'exécuter. Or, Strasbourg étend progressivement sa jurisprudence aux questions d'identité de genre et de droits LGBT. Déjà que la Suisse est en train de prendre cette direction aussi avec l'article 261 bis du Code pénal, eh bien, on n'est pas aidé avec Strasbourg quand il se mêle de ces questions-là. Deuxième canal, la reprise dynamique du droit européen. Dans le cadre des accords dits bilatéraux avec l'Union européenne et du nouveau paquet en cours de ratification, la Suisse s'engage à reprendre automatiquement les évolutions du droit européen dans les domaines couverts. Enfin, on n'espère pas. Mais ce mécanisme dit de reprise dynamique ne touche pas encore directement le droit social ou de genre, mais il crée une infrastructure d'alignement à chaque nouvelle directive européenne dans un domaine bilatéral. La Suisse devrait suivre. Et les pressions sont là. En 2025, l'organisation internationale ILGA, c'est l'Association internationale des lesbiennes, gays, bisexuels, trans et intersexes, classe la Suisse au 18e rang sur 49 pays européens pour les droits LGBT. Ah, c'est pas bien, on peut faire mieux quand même. Et donc elle réclame déjà la suite. Interdiction fédérale des thérapies de conversion, reconnaissance légale de la non-binarité. Donc l'agenda est écrit et il avance. Et puis le troisième canal, c'est le vecteur académique. La Suisse participe, avec interruption, au programme de recherche européen, dont Horizon Europe, et l'UE oriente la recherche qu'elle finance. Il y a un document de la Commission qui décrit les conditions qu'un bon projet doit remplir, et sinon il n'est pas éligible. Dans ces conditions, il y a l'égalité des genres dans le recrutement et la progression de carrière, l'intégration de la dimension de genre dans les contenus de recherche et d'enseignement, et des mesures contre la violence basées sur le genre. Autrement dit, les universités suisses qui veulent des fonds européens doivent se conformer à des critères, sans oublier Erasmus+, et son programme de soutien pour l'inclusion et la diversité, et la Suisse y a été réassociée. Alors maintenant, je vais conclure sur ceci, parce que selon moi, même si la Suisse, aujourd'hui, n'est pas dans une très bonne posture, et qu'on voit qu'elle est complètement imbibée par le wokisme, je pense quand même qu'à chaque fois qu'un agenda normatif tente de s'imposer par le haut, notamment via la CEDH et les fonds européens, le référendum est la réponse suisse. Et ce n'est pas un hasard si les promoteurs de cet agenda préfèrent les voix qui contournent le vote populaire. La vigilance suisse commence donc par refuser que des normes contraignantes entrent par la fenêtre quand on sait qu'elles ne passeraient pas par la porte. Tout ce dont nous avons parlé ce soir, la chute de la natalité, le renoncement à avoir des enfants, la stérilisation idéologique des jeunes, le nihilisme déguisé en vertu, tout cela n'est pas seulement un problème politique. C'est potentiellement la fin d'une civilisation. Et le wokisme marque cette fin de civilisation. C'est un problème exclusivement occidental car nous sommes les seuls à avoir le loisir et le confort de se permettre ce genre de réflexion. Quand on ne sait pas si on va manger demain, si on va se ramasser une bombe sur la tête, on est rarement en train de se demander si une jupe va bien avec une barbe ou ce genre de choses. Et nous sommes donc les seuls contaminés par cette pulsion de mort, là où les pays, on va dire, en voie de développement, même si on devrait maintenant dire du sud global, font encore beaucoup d'enfants car ils mesurent la valeur de la vie. On a pu le voir dans une expérience qui a été menée entre 1968 et 1972. Si vous n'en avez pas entendu parler, ça vaut la peine de faire quelques recherches. C'est Universe 25. C'est une expérience avec des souris. Des souris qui avaient tout. Vraiment le confort, la nourriture, les conditions idéales pour se reproduire. Et au début, elles le faisaient, la colonie était heureuse et prospère. Et puis, finalement, elles sont devenues complètement folles. Et elles ont arrêté de se reproduire. Il y a eu de l'agressivité, il y a eu beaucoup de problèmes qui sont apparus, alors qu'en réalité, elles n'avaient à se soucier de rien. Donc paradoxalement, l'excès de confort a mis fin à la colonie. Les dinosaures, eux, se sont pris une météorite. C'est ce qu'on nous raconte, donc, qui a mis fin à leur règne. Que dira-t-on de notre civilisation dans 100 000 ans, s'il y a encore quelqu'un pour la raconter ? Eh bien, qu'une espèce intelligente, au sommet de sa puissance matérielle, a décidé que ses valeurs, sa culture, sa transmission et ses enfants étaient un problème à résoudre, et qu'elle a appelé ça le progrès. La Suisse a encore les outils pour choisir de faire autrement,
et la question de savoir est-ce qu'elle a encore envie de le faire et encore un peu d'énergie pour combattre. Merci de votre attention.